Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Nous avons effectué une première formation sur l'accompagnement des victimes de violences et la définition des violences, une deuxième formation sur le thème du consentement, et cette troisième formation, c'est sur la culture de viol et la réception des paroles de la victime. Dans cette première vidéo, nous allons parler de la culture du viol. Et dans les prochaines vidéos, nous allons comprendre les phrases à ne pas dire à une victime de violence, la réception des paroles des victimes et que dire à une victime de violence. Commençons. La culture du viol. La culture de viol est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble d'attitudes et de comportements partagés au sein d'une société donnée qui minimise, normalise, voire encourage le viol, les violences et les agressions, quelle que soit leur nature. Un ensemble de comportements qui font en sorte qu'on banalise et même qu'on excuse les agressions sexuelles. On ramène la responsabilité de l'agression sur le dos de la victime et on remet en question la parole de la femme. La culture du viol renvoie à la représentation du viol dans une société comme étant dépendant de l'ensemble de ses croyances et de ses attitudes. Les membres de cette société partagent un bagage culturel qui est perçu comme permettant, voire encourageant le viol. Elle se manifeste par le fait, par exemple, que les femmes sont la propriété des hommes qui leur refusent tout respect ainsi que le droit de contrôle et de maîtrise de leur propre corps. On utilise le corps des femmes comme si elles étaient là pour assouvir les besoins des hommes. Dans ce cas prévalant des attitudes et des pratiques qui approuvent le viol, considéré alors comme un fait normal. Selon la philosophe Olivia Gazalet, la semence de cette culture du viol viendrait de l'imaginaire contemporain, où les hommes sont souvent représentés comme des bêtes viriles prises d'un désir sexuel constant. Les stéréotypes sexuels qui définissent les comportements et les caractéristiques attendues des femmes et des hommes sont à la source de la culture du viol. Lorsqu'on enseigne aux garçons qu'ils doivent être compétitifs, agressifs, dominants, etc., et aux filles qu'elles doivent être douces, séductrices, discrètes, soumises, etc., et que l'on mélange cela à la sexualité, on encourage des relations amoureuses inégalitaires et par le fait même la culture du viol. La culture du viol est l'environnement social qui permet de normaliser et de justifier la violence sexuelle alimentée par les inégalités persistantes entre les sexes et les attitudes à leur égard. Exemple de phrases et des stéréotypes répétés dans la culture du viol et que nous pouvons entendre dans notre quotidien. Les garçons ou les hommes seront toujours des garçons ou des hommes. Les garçons seront toujours des garçons, les hommes seront toujours des hommes. Comme si c'est normal leurs attitudes. Ou bien, elle était saoule, comme si ça responsabilise la victime de ce qui lui arrive. Les femmes disent non quand en fait elles veulent dire oui. Dans l'imaginaire collectif, le viol consiste en une pénétration vaginale ou anale par le pénis. Il est commis dans l'espace public par un inconnu du sexe masculin, armé et fou qui déploie sa violence physique pour contraindre sa victime. Cette perception constitue le stéréotype du vrai viol. Or, ce type de cas de figure ne représente qu'une minorité de cas, la plupart des violences sexuelles étant commises par une personne de l'entourage de la victime et sans usage de violence physique, comme par exemple les viols digitaux ou par fellation commis par une femme, une mère, sur son enfant, par une personne bien intégrée dans la société, un proche, par un conjoint,
sans violence physique, etc. L'imaginaire collectif de la vraie victime exclut toute possibilité qu'il puisse s'agir d'un homme. Comme les exemples, elle s'est débattue de toutes ses forces. Elle a aussi un comportement rationnel. Elle signale son agression le plus rapidement possible et coupe tout contact avec l'agresseur. La vraie victime a un comportement moralement irréprochable. Elle n'a pas été provocante, n'a pas cherché à séduire son agresseur et n'a pas commis de faute d'imprudence, se rendre dans l'appartement de son agresseur, boire plus que de raison, etc. Toute victime s'éloignant de ce stéréotype risque d'être considérée comme peu crédible, voire comme étant responsable de ce qui lui est arrivé. Les mythes sur le viol. Les mythes sur le viol désignent les idées perçues ou reçues ou des préjugés tendant principalement à nier ou relativiser la responsabilité du violeur ou à le faire partager par les victimes. Parmi les mythes de viol, numéro 1, négation et minimisation du viol. Cela consiste à affirmer qu'il ne s'est rien passé ou que ce n'est pas si grave. Il arrive ainsi de remettre en cause la parole de la victime ou d'entendre parler du viol comme d'une chose normale. Comme par exemple, s'il n'y a pas eu de violence, si la pénétration a été effectuée avec un doigt, si c'est le conjoint, si la victime est un homme, si l'agresseur est une femme, alors ce n'est pas vraiment un viol. Ainsi, un viol commis au domicile de l'agresseur ou de la victime par une personne connue de celle-ci se verra ainsi discrédité car ne correspondant pas à cette image fantasmée. Les hommes victimes de viol font l'objet de deux mythes principaux menant à la négation ou à la minimisation du viol. Les hommes victimes de viol ne seraient pas vulnérables, les hommes victimes de viol seraient moins traumatisés. Enfin, on voit parfois le viol nié au motif que l'agresseur n'était pas conscient d'imposer sa volonté. Numéro 2 des mythes de viol, la négation du non-consentement. Ce mythe se retrouve dans les rapports de séduction. On peut parfois entendre dire qu'une femme qui dit non pense oui et que la séduction consiste à la faire céder. L'image de l'amant entreprenant, voire autoritaire, qui néglige de s'assurer du consentement du partenaire, voire outrepasse délibérément son refus, c'est-à-dire le viol, est parfois présenté comme une capacité positive à s'affranchir de limites injustifiées et rébarbatives. On peut aussi entendre dire qu'un homme violé par une femme serait chanceux. La négation du non-consentement de l'homme victime peut aussi se baser sur l'idée qu'une érection impliquerait le consentement. On peut aussi entendre dire qu'un homme violé par une femme sera chanceux, comme on a dit, la négation du non-consentement peut aussi se baser sur l'idée qu'une érection impliquerait le consentement, excusez-moi pour la répétition. Or, une stimulation génitale légère ou du stress peuvent provoquer une érection même sans la présence de stimulation sexuelle. Une érection ne veut donc pas dire que l'homme est consentant. Également pour les femmes, une victime peut être excitée sexuellement sans forcément qu'elle soit consentante. Ce mythe peut être partagé par les violeurs qui ont parfois vu leur victime prendre du plaisir sexuel, d'autant plus facilement que la victime est isolée et dressée. Troisième mythe, blâme de la victime. Dans la culture du viol, on trouve l'idée que le viol découle d'une pulsion de l'homme. L'idée que les hommes ont par nature des besoins sexuels impératifs est plus difficile à contrôler que ceux des femmes. Exemple, justifier le viol de guerre en invoquant les pulsions des soldats forcés au célibat. La culture du viol opère donc un basculement de la responsabilité. Elle entretient l'idée que le viol est inévitable puisque, inscrit dans une nature de l'homme,
Elle permet de trouver aux violeurs des circonstances atténuantes et suggère que les femmes victimes sont d'une certaine manière responsables de leur viol, qu'elles ont pu le provoquer en adoptant un comportement à risque. Le blâme de la victime consiste alors à considérer la victime comme partiellement ou totalement responsable de ce qui lui est arrivé. C'est le fait d'inverser la culpabilité et donc faire croire aux victimes qu'elles ont leur part de responsabilité. Par ailleurs, c'est un mécanisme d'autodéfense. Pour se protéger et ne pas croire que le danger est si proche, il est plus facile de reprocher la victime que de se mettre à sa place et croire qu'une personne de notre entourage peut nous agresser. Elle a forcément dû faire quelque chose de faux. Elle ne l'a pas un peu cherché. Elle est sûre que c'était un viol. Pourquoi elle ne s'est pas débattue? Pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi elle s'est rendue chez lui? Pourquoi elle était habillée comme ça? Les conséquences de la culture de viol. Les viols restent fréquents et peu dénoncés. Les violeurs restent impunis. Les victimes sont mises en cause. Les victimes sont punies pour quelque chose qu'elles ont subi. L'injustice, l'impunité des agresseurs et le reproche de la société envers les victimes rajoutent des problèmes psychologiques aux victimes et au lieu d'essayer de se reconstruire après un viol, elles vont essayer de survivre de la sanction et la double peine de la société à leur égard. Ça, c'est la pyramide des violences pour déconstruire la culture du viol. Brimade et agissements sexuels, blague sur le viol, attouchement non sexuel non consenti, culpabilisation des victimes, remarques sexistes ou homophobes, révélation de détails intimes, harcèlement, menaces, harcèlement de rue, traque, injures, revanche, porn, chantage, exhibition sexuelle, envoi non consenti de photos à caractère sexuel, captation et diffusion des photos à caractère sexuel, agression sexuelle, attouchement et baiser non consentis, crime, viol, inceste, féminicide, pédocriminalité. Pour conclure, la culture de viol se manifeste entre autres lorsque on remet en question la validité d'une dénonciation en questionnant la victime sur son habillement, sur la quantité d'alcool qu'elle aurait consommé, sur le comportement qu'elle a eu, sur le niveau de prudence qu'elle a mis en œuvre, etc. On décourage une victime de dénoncer son agresseur en soulignant tout le tort que cette dénonciation pourrait causer à l'agresseur, détruire sa carrière, chicane dans la famille, etc. On priorise le plaisir de l'homme sur celui de la femme. On fait ou on entend des blagues sexistes sans les dénoncer. On place l'homme en position de domination par rapport aux femmes. Voilà pour aujourd'hui et la note de fin, comme toujours, cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus et de plusieurs formations des associations des droits de victimes, de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et à la lutte contre les violences faites à leur égard. Je vous remercie et à la semaine prochaine.